c'est maintenant l'heure dans Toute Liberté sur LCI. Une heure de décryptage et d'informations et de commentaires sans tabou, sans langue de bois, en liberté, ensemble. On est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Il y a des pays où quand un problème surgit, on agit. Et puis, il y a la France où on se réunit. Un problème, on se réunit. Une crise, on se réunit plus fort. Et si ça suffit pas, on crée une commission. On ne décide plus, on partage un diagnostic. On ne réforme plus, on lance une concertation. Prenez le Louvre, par exemple. Après le vol de nos bijoux de famille, la patronne du musée, Laurence Descartes, a été auditionnée hier au Sénat. Elle est arrivée en 2021. Le plan de sécurité, lui, est prévu pour 2026, voire 2033. 5 ans de concertation, de groupes de travail, de plans d'action, un PowerPoint. Combien de réunions? 100, 200, plus. On a déjà dépensé le prix d'un monnaie pour discuter serrures et caméras. 12 ans pour sécuriser un musée, c'est la productivité à la française, dans le public et peut-être aussi dans le privé d'ailleurs. À ce rythme, Arsène Lupin peut prendre un abonnement. Kafka en aurait fait un cauchemar administratif. Et Audiard peut-être une réplique dans ce style. En France, quand on veut enterrer un problème, on crée une réunion. Quand on veut l'oublier complètement, on en crée deux. Ça n'arrive qu'en France. Les amis, c'est toujours ma petite chorégraphie de la matinale. Je me sens un peu Mia Frey, figurez-vous. Donc, on va parler. Bonjour Eva Morletto, vous êtes notre bien-aimée journaliste italienne. Vous êtes correspondante de la presse italienne à Paris. Christophe Barbier, tout de gris vêtu, c'est ravissant ce gris perle. Qu'est-ce qui se passe? Gris souris. Oui, pour l'automne, ne sont pas trop tristes. Très joli, très joli. Et puis Guillaume Audat, voilà, notre spécialiste des relations internationales. Vous êtes grand reporter, journaliste. Fidèle chroniqueur dans Toute Liberté. Exactement. On fait des réunions, on fait des émissions. On fait des réunions et on fait des émissions. Oui, nous on fait. Allez, première partie, les amis. France-Russie. Une guerre d'ici 3 ou 4 ans, c'est un avertissement qui résonne comme un compte à rebours. Le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, a prévenu, la France doit être prête à un choc dans 3 ou 4 ans. On l'écoute. Le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prête à un choc dans 3-4 ans, qui serait une forme de test. Peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides, mais peut-être plus violent. Avec nous, le général Jean-Paul Perruche, général de corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Bonjour, général. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration du chef d'état-major des armées? Est-ce que c'est pour nous faire peur? Est-ce qu'il est simplement lucide? Comment vous prenez cette phrase? Alors, le chef d'état-major des armées est tout à fait dans son rôle d'étude de contexte sécuritaire international, et on voit bien que dans les derniers temps, les rapports de force conduits par des empires s'imposent sur le droit international. L'Europe, après 30 ans de dividendes de la paix, se trouve désarmée, et donc il y a d'urgence, si je puis dire, à la lumière de ce qui se passe en Ukraine, un besoin pour l'Europe de reconstituer des forces, parce que dans un rapport de force, la force militaire est évidemment essentielle. Et donc le général chef d'état-major des armées prévient que nous ne sommes pas au niveau convenable actuellement, et que par rapport à l'évolution des risques, eh bien, il faut rapidement se mettre à niveau, de façon à ce que la première échéance qu'il envisage, c'est 3 ou 4 ans. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en Ukraine actuellement, certainement, affaiblit le potentiel de l'armée russe, qui est notre adversaire principal potentiel, si vous voulez, et que il faut 3 ou 4 ans, certainement, au moins, aux Russes pour tenter une nouvelle action ailleurs. Donc il y a un lien entre cette analyse du contexte sécuritaire, notamment à l'est de l'Europe, et puis la capacité des armées européennes de s'opposer à une autre action de notre adversaire. Regardez, Général Perruche, on a fait une petite infographie sur les forces en présence. L'armée française, c'est 200 000 militaires, 40 000 réservistes.
225 chars, 4000 chars en face, 196 avions de combat, donc 97 Rafales, 1200 avions de combat en face, un porte-avions, un sous-marin nucléaire. Bon, on n'a pas tout listé, mais c'est quand même, ça donne un rapport de force quand même extrêmement déséquilibré. Et comment on peut rattraper ça en 3-4 ans ? Alors, il ne s'agit pas, je pense, pour la France, de rattraper ou d'équilibrer son potentiel par rapport à la Russie. 2 remarques là-dessus. Premièrement, les quantités indiquent une tendance, si je puis dire, mais la qualité des équipements est importante également. Et donc, on ne peut pas comparer dans les 4000 chars, les chars qui ont été construits dans les années 60 avec les chars d'aujourd'hui. D'accord. Donc, il faut prendre ces comparaisons quantitatives avec les précautions nécessaires. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'avec les 200 chars français, on va équilibrer le potentiel de chars de la Russie. Mais la France n'envisage pas d'être confrontée à la Russie toute seule. Et donc, il faut à ce moment-là prendre en compte le potentiel de nos alliés européens de l'OTAN notamment. Et à ce moment-là, on rétablit des équilibres qui sont plus crédibles et surtout plus fiables. Guillaume ? Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement le chef d'état-major de l'armée, Fabien Mandon, nouvellement nommé. Il s'inscrit dans la droite ligne des propos qui avaient été tenus précédemment par lui, par le général Burkhardt, pardonnez-moi, qui est l'ancien chef d'état-major et qui avait désigné la Russie comme étant une puissance hostile à la France. Et c'est la première fois qu'on le faisait à ce niveau-là. Là, il faut quand même imaginer que les propos du chef d'état-major des armées, ils sont quand même pesé au trébuchet. Et Général Perruche, vous me le direz et peut-être le confirmer, ils sont tout de même validés, ces propos-là, par le chef des armées, et le chef des armées, c'est le président de la République. Bien sûr, bien sûr. Absolument. Le chef d'état-major des armées, c'est l'exécutant de la politique de défense de la France. Ce n'est pas le concepteur. Il est le conseiller, l'analyste de plus haut niveau qui vient donner tous les éléments au chef des armées, au chef de l'État donc, pour prendre des décisions. Après, c'est au chef de l'État de décider de la tendance, si vous voulez. Christophe ? Le chef d'état-major des armées ne parle pas de guerre, il parle de choc. Est-ce à dire qu'on doit aussi envisager, par exemple, une cyberattaque ou bien des opérations de manipulation, comme on l'a vu avec des têtes de cochon devant les mosquées ou des étoiles juives pour troubler l'opinion, ou bien peut-être aussi simplement des survols de drones inquiétants? C'est à cela qu'il faut se préparer? Oui, alors évidemment, bon, vous parlez de cyberattaque, j'allais dire que la guerre dans le monde cyber, elle est actuelle déjà, elle est intense. Donc c'est pas quelque chose qui va constituer un nouveau choc. Ça, c'est une guerre souterraine qui se conduit tous les jours entre pays adversaires pour nuire aux intérêts de l'autre. J'en profite pour souligner que nous sommes en fait en guerre avec la Russie déjà depuis un certain temps. Ce n'est pas que la Russie est tentée d'envahir militairement la France ou ses dépendances, mais la Russie se livre à une guerre hybride contre notre pays et d'autres. D'ailleurs, d'autres pays européens depuis très longtemps. On l'a constaté avec non seulement le cyber, mais la désinformation, la corruption, l'augmentation des fractures à l'intérieur de nos pays, fractures sociales notamment. Et puis, il faut ajouter aussi les attaques contre nos intérêts ailleurs, en Afrique. On l'a vu dans le Sahel, mais ça existe aussi au Moyen-Orient, ça existe en Asie, un peu partout. Donc cette guerre, elle est en route déjà, mais elle prend des formes variables et différentes. Et ce que le général chef d'état-major des armées, ce sur quoi le chef d'état-major des armées se concentre, c'est une éventuelle participation à la résistance des Européens contre une attaque militaire quelque part de la part des Russes. On parlait de cohésion nationale. Est-ce que la France, après des années de désarmement, je dirais moral, presque militaire, est prête à entendre ce discours ? Alors, c'est très important ce que vous dites, parce qu'une armée ne peut être efficace que si elle a la nation derrière elle. Alors, c'est vrai sur le plan naturellement psychologique et moral, mais c'est vrai aussi sur le plan de l'engagement des Français dans les armées, dans les forces armées.
Or, on le constate dans l'ensemble de nos démocraties depuis déjà un certain temps, parce que nous sommes concentrés sur le bien-être individuel des gens. On s'est concentré aussi sur un état de paix à conserver. Il y a quelque temps, certains considéraient dans notre pays que construire des armements, c'était préparer la guerre. Alors, c'est se préparer à la guerre, mais pour l'éviter. Ouais, si vis pacem parabellum. Pardon. Oui, absolument. C'est la devise de l'école de guerre française. Et je pense que c'est vrai, c'est tout à fait vérifiable, si vous voulez, dans la mesure où chaque fois qu'un pays désarme, bien, il subit une attaque d'un prédateur qui est à ses frontières. Donc, la meilleure façon d'éviter la guerre dans le futur, c'est de la préparer. Et à cela, évidemment, il faut que les Français contribuent et comprennent bien le besoin qu'ont leurs armées pour les défendre. Oui, alors, les Français doivent être impliqués, en effet. L'armée, elle doit avoir le soutien et la cohésion d'une nation dans son ensemble. Après, ce qu'il faut préciser, c'est que Fabien Mandon, qui est donc le nouveau chef d'état-major de l'armée française, il s'exprime devant la commission de la Défense. Il était auditionné à l'Assemblée nationale par la représentation parlementaire, et évidemment, on est en pleine discussion budgétaire. Donc, il y a aussi des arrière-pensées. Faire corps avec son armée, c'est aussi la budgéter. C'est ça qu'il faut comprendre en général. Le budget de la défense, pardon Guillaume, avant que vous répondiez général, c'est 50,5 milliards. Voilà, il passe à 57,1 milliards. Voilà, il y a une loi de programmation militaire qui avait été négociée d'ailleurs par l'ancien ministre des Armées, qui est aujourd'hui Premier ministre, qui est Sébastien Lecornu. Il avait réussi à obtenir un consensus général avec tous les partis impliqués dans cette discussion. Et l'idée, c'est d'arriver à 67 milliards d'euros à peu près. Mais le poids de forme, avait-il dit, Sébastien Lecornu, à l'époque où il était ministre des Armées, ça serait 100 à 110 milliards d'euros par an, le poids de forme d'une armée capable de résister, Général Perruche, à la menace russe. Alors, c'est non seulement le poids de forme, mais c'est l'engagement qui a été pris par l'ensemble des pays membres de l'OTAN lors du sommet du dernier sommet de La Haye, faire 3,5% du PIB pour la défense. Et si vous multipliez notre PIB par 3,5%, vous obtenez ces chiffres-là, 100 à 110 milliards d'euros. Et je voudrais rappeler que ce chiffre-là correspond, le chiffre de 3,5%, correspond à ce que nous faisions en 1989. Et donc, ce n'est pas, j'allais dire, une surprise stratégique dans la mesure où la menace militaire est devenue une réalité sur notre continent. Eva Morletto, comment ça se passe en Italie ? Est-ce que vos gouvernants sont aussi préoccupés ? Et puis, est-ce qu'ils diffusent des messages aussi puissants quand même ? Parce que c'est quelque chose. Quand le chef d'état-major dit ça a du poids. Oui, alors l'Italie est très divisée sur ces sujets, dans le sens que, bien évidemment, quand je vois ces titres France-Russie, je trouve un peu déstabilisant parce que l'OTAN existe encore, il faut le dire. Enfin, la force de l'OTAN est encore bien là, existante. L'Amérique, malgré les caprices, entre guillemets, de Trump, est toujours présente dans l'OTAN. Donc, ça serait l'affrontement de ces deux forces-là. Puis, il faut considérer que, voilà, il y a ces frais gigantesques pour un réarmement. Mais il faut considérer que dans ces frais, il y a énormément de moyens qui seront mis justement pour combattre une guerre hybride. C'est là le point de la question. Une guerre hybride qui existe déjà. Une attaque armée, c'est encore une hypothèse. Le général le rappelait, une guerre hybride, on y est déjà. Oui. On y est déjà. Si on pense aux élections en Moldavie, ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, je veux dire, il y a plein d'ingérences, de hackerage. Vous avez évoqué le soft power de la Russie en Afrique, qui a effacé un peu le pouvoir de la France-Afrique. Je veux dire, il y a plein d'éléments, les attaques de drones, donc toutes ces formes de déstabilisation-là, qui font que, en fait, on est déjà en plein dedans. Une hypothèse d'une attaque armée, ça reste encore une hypothèse. Là, il faut encore voir, et c'est sur ça que l'Italie est divisée, est-ce que c'est l'Europe qui provoque la Russie avec l'hypothèse d'un réarmement, ou est-ce que c'est Moscou qui provoque l'Europe ? On est encore là-dessus, en fait, sur le problème. Il y a encore beaucoup de politiques italiens qui pensent que la Russie adopte une espèce de doctrine Monroe, donc de vouloir protéger ses frontières, de vouloir empêcher qu'il y ait des nations comme l'Ukraine, mais aussi quand c'est passé en Finlande, je veux dire, quand la Finlande a adhéré à l'OTAN, immédiatement la Russie a déployé des troupes sur la frontière. Il y a des gens qui pensent ça aussi en France, Général Perruche, juste pour conclure, l'Europe est prête à une réponse commune face à la Russie,
Ou est-ce que le but de Vladimir Poutine, c'est justement de la fracturer ? Évidemment, le but de tout adversaire militaire, c'est de fracturer l'opposition qu'il a en face de lui, si vous voulez. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que Vladimir Poutine fera tout son possible pour d'abord séparer l'Amérique de l'Europe dans le lien transatlantique, et ensuite de diviser les pays européens entre eux, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. Et vous avez vu d'ailleurs qu'avec ses agents en Hongrie ou en Slovaquie, il y réussit un peu. Donc, il faut effectivement prendre toutes les précautions. Alors, je serai une remarque sur ce qui vient d'être dit. L'OTAN continue d'exister, mais l'OTAN, je veux dire, a changé de nature dans la mesure où les intérêts de sécurité américains ont glissé vers l'Est et ont quitté un petit peu l'Europe. Alors, pas complètement, puisque la structure de l'OTAN existe. La question qu'on peut se poser à la lumière de ce qui se passe en Ukraine et des volte-face du président Trump, c'est de se demander si demain, après la Géorgie, après la Crimée, après l'Ukraine, s'il se passe quelque chose dans les pays baltes, qui sont membres de l'OTAN, est-ce que l'Amérique va déclencher le feu suprême ? J'ai quelques doutes. Donc, si vous voulez, il faut que les Européens se préparent effectivement militairement à agir seuls dans certaines configurations. Merci beaucoup, général Jean-Paul Perruche. Le général Fabien Mandon, donc le chef d'état-major des armées, a dit face au défi, pas de relativisme, mais de la lucidité et du courage. C'est justement le thème du livre de notre prochain invité, à la une 2. Voilà Jean-Michel Fauvert, bonjour, prenez place, asseyez-vous. Vous êtes ancien chef du RAID, auteur de Ni capitulation, ni résignation. Puisque vous l'avez, votre livre, je l'ai oublié sur mon bureau, vous voulez bien le montrer à la caméra, aux éditions Fayard. Jean-Michel Fauvert, partout on a l'impression, en France, sans faire de catastrophisme, de populisme, de démagogie, de je ne sais quoi, on a l'impression quand même que l'autorité vacille. À l'école, dans la rue, dans l'espace public quand même, et pendant ce temps-là, les symboles s'entrechoquent. Un ancien président derrière les barreaux, un braquage spectaculaire au Louvre, et puis il y a quelques semaines, mais c'est pas si loin, un policier roué de coups à Tourcoing, les types carrément sautent à pieds joints sur sa tête. Pour vous, vous êtes donc ancien patron du RAID, il faut ni capitulation, ni résignation, vous appelez à un sursaut. C'est presque un programme politique, votre livre. Écoutez, ouais, ça peut être un programme présidentiel. Je le mets à disposition de ceux qui n'ont pas d'idée. En fait, en réalité, vous dites l'autorité vacille, elle fait plus que vaciller. L'autorité du RAID, l'autorité de. J'étais en train. Pas du RAID justement. J'étais en même temps en train de lire le bandeau qui est en face de moi. L'autorité, d'une manière générale, elle fait plus que vaciller. Elle est largement remise en cause. On a une espèce d'inversion des valeurs dans notre société. Alors pas que chez nous, mais chez nous c'est beaucoup plus marqué. On a une inversion des valeurs. C'est dire que par exemple c'est le flic, c'est le policier qui amène du désordre. On entend même dans les rangs de la France Insoumise, la police tue. Oui, bien sûr qu'on entend ça. C'est complètement. Alors la problématique, c'est pas d'entendre ça, c'est le fait que ça soit pas puni par une justice qui aujourd'hui, d'une manière générale, est hors sol et ne punit que des cibles qui l'intéressent, quoi. Ah, vous pensez ça de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, par exemple ? Oui, par exemple, mais pas que. Je peux remettre aussi dans le débat l'idée de mettre en détention préventive un policier, quels que soient les actes qu'il ait commis, ce qui est donc présumé innocent, un policier, alors que il a
toutes les garanties de représentation. Il va pas aller chez la partie adverse pour la menacer, etc. Il est contrôlé par sa hiérarchie. C'est le policier dans l'exercice de ses fonctions qui commet des violences qui sont des violences légitimes d'une manière générale, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas à se retrouver en prison. C'est pas possible. C'est pas possible dans ce monde. Quand je vous parlais tout à l'heure du braquage du Louvre, du tabassage à Tourcoing, est-ce que ces faits traduisent une perte d'efficacité de l'État, un effondrement du respect de la loi ? Écoutez, moi je fais une différence. Vous les metteriez pas tous dans le même sac ? Non, je fais une différence. Alors le braquage du Louvre, tout aussi spectaculaire qu'il soit, il y a eu déjà des braquages, il y a eu des vols spectaculaires aussi par le passé dans notre histoire, etc. Là, en fait, il y a une vraie faille de sécurité. Bon, ça c'est une et ça arrivera. C'est une opportunité, disons. Ça arrivera encore dans d'autres domaines, etc. Sur le tabassage du policier, sur le fait que les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, tous les vecteurs d'autorité soient attaqués, tabassés de cette manière-là. Là, il y a un vrai problème sociétal, il y a un vrai problème de société. On va massacrer les policiers. Et après, il faut voir ce qui se passe après. C'est-à-dire, une fois que l'enquête est faite, de quelle manière sont punis les agresseurs, les gens qui ont fait ça. D'ailleurs, j'allais dire Pour l'instant, ils ont tous été remis en liberté. Oui, oui. Mais voilà, vous avez. Guillaume, vous aviez une question ? Oui, non, mais je veux rebondir sur ce que vous dites, Jean-Michel. C'était une question passionnante. Mais c'est une question passionnante, mais c'est surtout un entretien passionnant. Ce sont des propos passionnants. On va la poser juste après la pause. Je la réclame. De retour sur le plateau de En toute liberté sur LCI, nous sommes avec Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID et auteur de Ni capitulation, ni résignation. Ça donne le ton. Guillaume, vous aviez votre question passionnante. J'espère. En tout cas, la réponse le sera davantage. Ni capitulation, ni résignation. Jean-Michel Fauvergue, c'est quand même le livre d'un ancien patron du RAID dans des années de crise, 2013-2017. Vous avez affronté des crises extrêmes et au front le terrorisme, ce qui commande un sang-froid exceptionnel quand on commande ces hommes, mais à titre personnel, un courage hors norme, il faut le souligner, et surtout un sens du sacrifice porté au plus haut, donner sa vie pour sauver celle des autres. C'est ça la vie d'un policier. Et vous avez également frayé avec la politique. Vous avez été ancien député. Et vous avez un chapitre dans votre livre qui s'appelle « L'État, ce roi nu ». Et j'ai été frappé parce que vous écrivez « Peu de personnes n'imaginent la difficulté de transformer des idées simples, les vôtres, et pratiques, en texte législatif ». Racontez-nous la difficulté de transformer une idée simple en un texte législatif qui produit des effets sur la vie des Français. D'abord, j'ai pas frayé en politique, je me suis engagé en politique. Je me suis engagé sur quelque chose de simple, c'est de continuer l'action, de protéger les Français par les moyens politiques. C'était ça qui m'animait. Et pour répondre véritablement à votre question, effectivement, ce chapitre, l'État roi nu, c'est un chapitre très politique qui me vient de mon expérience politique. Et je m'aperçois que l'État, et d'ailleurs quels que soient demain les gens qui seront aux commandes de notre État, n'ont plus les moyens de transformer des idées simples en action efficace sur le terrain. Tout simplement parce que d'abord, il faut passer par la loi, mais ça c'est pas un gros problème. La loi c'est toujours un compromis entre les uns, entre les autres, avec les amendements, etc. Mais avant d'arriver à cette loi-là, vous vous auto-censurez parce qu'il faut demander l'avis du Conseil d'État et éventuellement faire ce qu'on appelle une étude d'impact. Voilà, c'est déjà là on se censure sur ce que l'on veut faire. Ensuite, vous avez d'autres par exemple une autorité administrative indépendante comme la CNIL qui va donner son avis Informatique et liberté, oui. Qui va donner son avis sur l'utilisation de drones, par exemple. Bon, après vous faites votre loi, il y a des compromis, vous discutez avec les uns, avec les autres, avec le Sénat, vous réussissez à la faire voter, et une fois que vous la faites voter, elle passe sous les fourches codines du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel aujourd'hui ne juge pas forcément par la Constitution, mais par un espèce de bloc de constitutionnalité, un gros magma d'ensemble de lois et de décrets et de jurisprudence. Et par rapport à ça, il va détruire votre loi. Ce qu'on entend là depuis le début de votre intervention sur notre plateau à 9h12, c'est quand même qu'il y a une grande défiance vis-à-vis de la justice.
Alors, il y a une défiance vis-à-vis des contre-pouvoirs qui, à mon avis, sont nécessaires dans une démocratie, je le répète, et moi je suis un démocrate, mais je suis pour une démocratie quand même un peu plus forte, mais qui ont ces contre-pouvoirs-là, et c'est toute l'analyse de ce paragraphe-là, ont pris le pouvoir dans notre pays, tout simplement. Alors, c'est pas une prise de pouvoir en bande organisée, avec des plans très particuliers, mais le fait d'avoir des vétos comme ça successifs par rapport à des hommes et des femmes qui ont été élus par le peuple et pour le peuple. Et vous avez un exemple précis à nous donner d'un texte que vous avez porté qui s'est heurté justement à ça? Moi, dans la loi sécurité globale. Dans la loi sécurité globale que j'ai portée avec ma collègue Alice Toureau à l'époque, nous avons restructuré la sécurité privée et ça nous a servi d'ailleurs pour les Jeux Olympiques. Et nous avons parlé beaucoup et restructuré les polices municipales. Et dans l'article 1 de cette loi-là, et je vais donner que ça comme exemple, dans l'article 1 de cette loi, nous donnions des pouvoirs nouveaux d'amende pénale forfaitaire, pas c'est-à-dire qu'un policier municipal qui voyait quelqu'un dans la rue dealer des stupes, acheter ses stupes, il pouvait faire comme le policier national, mettre une amende pénale forfaitaire. Eh bien, tout ça a été détricoté par le Conseil constitutionnel. Et on est en train aujourd'hui d'y revenir là-dessus, d'essayer de redonner de nouveaux pouvoirs à la police municipale. Un deuxième exemple, très très récent, Gabriel Attal, quand il était Premier ministre, voulait réformer une partie des lois sur les mineurs. Voilà, oui, bien sûr. Et ça s'est heurté cet été. Avec la responsabilité. Voilà, ça a été présenté par son successeur, le Premier ministre d'alors. On ne sait plus. Et ça a été durement séché, sanctionné. En août dernier. Oui, ouais. alors que les Français étaient pour ça, alors que c'est une nécessité, mais ça a été quasiment cassé. Donc, ce qui fait que le job a été réduit à néant et que demain, ceux qui seront au pouvoir, s'ils font pas preuve de courage et de réorganisation de tout ça, on a besoin de contre-pouvoir. Mais il faut qu'ils restent dans leur case de contre-pouvoir. Il ne faut pas qu'ils prennent le pouvoir. Vous voulez pas vous présenter ? Sérieusement ? Ça me plairait bien, mais j'ai pas les moyens financiers et j'ai pas derrière moi une organisation. Est-ce qu'il vous plairait bien une prochaine législative ou l'échelon d'au-dessus présidentielle. Législative, j'ai donné, donc je vais essayer la présidentielle, mais j'ai pas les moyens derrière. C'est un sacré aveu. Donc, ceci dit, si donc je me présente pas, ce programme est à disposition des candidats aujourd'hui, dont certains n'ont pas beaucoup d'idées. Christophe, il y a un mot qui a agrippé votre œil dans le début du livre de Jean-Michel Fauvergue. Toute votre introduction est placée sous l'égide de Marc Bloch, donc grand soldat de la Première Guerre mondiale, grand résistant de la Seconde, il y a laissé la vie, et surtout auteur de L'étrange défaite. Il a analysé à chaud et de manière extrêmement lucide pourquoi ça s'est effondré en mai-juin 40. Et il trouve des responsabilités partout. Les institutions politiques, militaires, etc. Mais il ne fait pas grâce aux Français de leurs responsabilités. Il voit dans chaque Français, dans les structures les plus intimes, la famille, l'individu, une forme de lâcheté collective. Est-ce que vous pensez qu'on en est là ? Oui. Très clairement. C'est pour ça que j'y fais référence. Je pense qu'on a des... Il y a des similitudes avec cette époque-là. Alors, il y a des choses qui sont pas comparables. On parlait hors plateau et je maintiens que à cette époque-là, nos généraux étaient en retard d'une guerre. C'est pas le cas aujourd'hui. On avait l'Allemagne hitlérienne, on n'avait pas la Russie lointaine. C'est différent. Oui. Donc c'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a eu une grande lâcheté des politiques aussi. Rappelons-nous les accords de Munich. C'est plutôt pas le cas aujourd'hui non plus, parce que sur ce dossier-là, le président Macron a été en première ligne et maintenant il est rejoint par d'autres pays européens. Mais on a eu aussi, mais par contre, on a eu des lâchetés politiques de la part d'opposition ou même de gens du même camp que le président actuel. Mais on a aussi des lâchetés importantes de la part des populations qui ont exigé à cette époque-là que les villes de plus de 20 000 habitants soient ouvertes à l'ennemi plutôt que de résister. On a aussi des syndicats, la CGT pour ne pas la citer, qui à l'époque était très communiste, et je vous rappelle qu'à cette époque-là, germano-soviétique, la CGT qui disait à ses adhérents, ils avaient beaucoup d'adhérents à cette époque-là, ce qui change un peu maintenant, elle disait notre combat c'est contre le patronat, c'est pas contre les Allemands, c'était pas contre l'ennemi, ce qui fait qu'on s'est effondré de cette manière-là, et bien d'autres choses aussi. Dans votre livre précédent, qui était un roman, toujours dans l'univers du raid, on avait l'impression vous donniez l'impression que l'État était noyauté au plus haut niveau. Je ne vais pas divulgacher le roman, mais il y avait des infiltrations un petit peu partout. Vous le pensez ?
par rapport à un ennemi islamiste, j'entends là. Non, alors ça peut arriver. Il y a un chapitre là-dessus dans votre livre, d'ailleurs. Pardon ? Il y a un chapitre là-dessus oui. dans votre livre, d'ailleurs. Ah ouais, sur l'islamisme, oui, sur la lutte contre le terrorisme, et surtout contre le terreau du terrorisme, qu'il faut. Oui, alors je pense qu'il peut y avoir des infiltrations, et d'ailleurs pas que des islamistes, de puissances inverses, de puissances adverses, pardon. Mais je pense pas que c'est un noyautage général. Ce serait bien étonné là-dessus. Eva, ça vous surprend, vous, ce manque d'autorité en France, ce rapport à l'autorité ? Oui et non, dans le sens que si on constate, et là j'arrive avec mon poids lourd inconfortable, comment on peut respecter les piliers de la démocratie, de la République, de l'autorité, si il y a un ex-chef de l'État qui est en train de divulguer une sorte de storytelling victimaire sur le fait que voilà, il a été condamné avec un faisceau de preuves qui est conséquent, qui est concret. Ah, vous remettez en cause ? J'ai remis en cause dans le sens que pourquoi on remet... C'est ça que vous percevez en Italie ? Oui, pourquoi on remet en cause la justice quand elle fait son travail ? Pourquoi on aime les juges que quand on les fait sauter sur un bord d'autoroute, comme c'est arrivé à Giovanni Falcone, mais on les critique quand ils font son métier ? Pourquoi on les met jamais en question, leur travail, sauf que quand c'est un puissant... vous êtes en désaccord avec Jean-Michel Fauvergue. Sauf que quand c'est un puissant qui est jugé. Non, je dis, la jeunesse a un peu du mal, à mon avis, à comprendre où sont les frontières de l'autorité du moment que même un chef d'État le contexte. Voilà. Attendez, moi je critique pas les juges quand ils font leur métier. Je critique les juges quand ils font pas leur métier, ce qui est souvent le cas. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, dans l'affaire Sarkozy, puisque c'est de celle-là qu'on parle, c'est une affaire à part. J'ai pas tous les tenants, les aboutissants, mais moi, ce qui m'intéresse, mais je vais revenir sur l'affaire Sarkozy. Ce qui m'intéresse, c'est que les délinquants soient punis à la hauteur des faits qu'ils ont faits, et le plus rapidement possible, si possible, avec des courtes peines pour éviter que. Mais aujourd'hui, on est en défaillance là-dessus. Notre justice est en défaillance. Et quand la justice est en défaillance, eh bien, la justice, c'est le bras armé de l'État. L'État n'a plus de bras armés. Sur l'affaire Sarkozy, permettez-moi de vous dire une chose. D'abord, moi, j'ai une admiration pour Sarkozy, non pas en tant qu'homme politique, mais parce que ce qu'il a fait en tant qu'ancien chef du RAID, moi, j'ai une admiration ce qu'il a fait sur la prise d'otage de Human Bomb. À Neuilly. Il allait chercher l'école maternelle. Au milieu d'une salle bourrée d'explosifs, 2-3 gosses, je sais plus combien il en a sorti. Alors évidemment, ses adversaires ont dit c'est politique, il se fait sa pub, etc. Moi je connais les gens politiques maintenant. Je connais très peu qui iraient dans une pièce pleine de... Et la deuxième chose que je voulais vous dire, qui me semble très important, c'est qu'il est condamné sur l'association de malfaiteurs. Nous aimerions que les dealers, les trafiquants de cigarettes, etc., parce que c'est un trafic qui monte, ça aussi, les dealers, soient condamnés aussi sur l'association de malfaiteurs, ça n'existe pas. Il a été condamné là-dessus, il a pris une grosse peine, 5 ans. Nous aimerions que les dealers prennent 5 ans de prison ferme. Et nous aimerions aussi qu'il y ait une sanction immédiate avec aucun appel, ce qui a été visé sur ce président de la République, et pas sur les dealers ou sur les autres. Il fait appel, mais il y a l'exécution provisoire. Voilà, c'était la supplique de Jean-Michel Fauvergue. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau dans toute liberté. Merci pour votre livre. On passe maintenant à la petite phrase, la phrase qui fait du bruit. Exactement, la phrase qui fait du bruit. Alors, la phrase qui fait du bruit, c'était Marine Tondelier en veste verte et en marche aussi vers la présidentielle de 2027. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts a lancé sa campagne sur TF1. On l'écoute. Oui, je vous le dis très clairement, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et cette candidature, c'est un geste d'amour, un acte fort d'amour pour la France, parce qu'on ne peut pas aimer son pays et le laisser s'abîmer ainsi. Christophe, pour l'amour de la France, c'est donc avec ces mots que Marie Tondelier a officialisé sa liaison. La liaison avec le pays, oui, bien sûr. Ouais, et une déclaration d'amour. Sa candidature. Un slogan inattendu, presque gaulien, pour une élue verte. Oui, tout à fait. Elle s'adresse déjà au pays comme si elle était candidate à la vraie présidentielle, celle de 2027. En fait, elle part pour un parcours du combattant, puisque d'abord, il faut qu'elle soit désignée
comme candidate officielle des Verts. Ça prendra pas trop de difficultés parce qu'elle a verrouillé le parti depuis 2 ans de manière rarissime chez les Verts. Hein. Rappelez-vous, en 2021, 5 candidats à la primaire des Verts et ça se termine à 51-49, Jadot contre Rousseau, après une campagne très difficile. Ça sera pas le cas, elle sera quasiment désignée à l'applaudimètre. Mais après, il y a la fameuse primaire de gauche qu'elle veut à la fois organiser et à laquelle elle veut participer. Ça sera très compliqué. Ruffin, Clémentine Autain veulent en être, mais Raphaël Glucksmann a dit non et Jean-Luc Mélenchon a dit non. Donc cette primaire, elle n'aboutira pas. Et donc on se retrouvera sur la ligne de départ de la présidentielle avec plusieurs candidats de gauche. Mélenchon, c'est évident, un socialiste, c'est probable. Glucksmann aurait tort de ne pas y aller. Il y aura sans doute une figure type Ruffin ou Autain et il y aura donc Marine Tondelier. Est-ce que vous pouvez donc ça va se jouer dans les sondages. Vous qui êtes un fin connaisseur de la vie politique française, à quoi ça sert ce truc-là alors ? Ça sert à prendre l'ascendant dans l'opinion avec veste verte et puis franc-parler parce qu'elle a une certaine spontanéité médiatique pour montrer à ses adversaires de gauche qu'elle est la seule qui peut passer devant Jean-Luc Mélenchon pour représenter la gauche. Et pour ce faire, elle a tenu une stratégie. Ça, c'est pas vrai. Attendez, Glucksmann est au top des sondages. En politique. Je vous rappelle qu'un certain Emmanuel Macron est parti de rien. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon était à égalité avec Anne Hidalgo dans les sondages de janvier 2022, que ça s'est terminé à 22 contre 1,5. Donc, vous voyez, en politique, rien n'est définitif. Et elle aurait tort de ne pas y aller. Si elle n'y va pas, elle est sûre de ne pas gagner. Voilà. Et elle y va. C'est sûr. C'est comme au loto. Et regardez avec quelle stratégie elle y va. Pendant 3 semaines, 1 mois, là, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit aux socialistes, on va vous aider avec le cornu, on va trouver une solution, on va faire du compromis. Puis elle a voté la censure avec la France Insoumise. Sur tous les sujets, elle joue l'ouverture et la fermeture. C'est incroyable. Ça, c'est de la petite politique, non ? Non, c'est pas de la stratégie intelligente. C'est de la stratégie parce que Marine Tondelier, c'est bien que 2027, ça va pas être facile. Mais qu'est-ce qui se passe au soir de la présidentielle 2027 ? C'est fini pour Mélenchon. Il n'y a pas de leader de remplacement à la France Insoumise. Et donc, elle pourra tenter une OPA sur cette grande gauche radicale qu'est la France Insoumise en achevant de l'écologiser. Elle a toujours été la gauche radicale, Marine Tondelier, anticapitaliste, anti-croissance. Elle est très dure. Elle est pour la désobéissance civile. Elle est sur une ligne très gauche au sein de l'écologie politique. Et en même temps, vraiment une lichette. Oui, non, mais c'est une toute petite question, Christophe. Certes, c'est une stratégie qui soulève une contradiction, c'est-à-dire qu'elle appelle à une primaire et en même temps elle y va individuellement. Mais il y a quand même en fait des éléments sur lesquels on peut raisonner. D'abord, le score des écologistes aux européennes, 5,5%. Et puis elle a été battue par Marine Le Pen. Oui, mais elle a affronté 3 fois Marine Le Pen. Donc elle a capitalisé à gauche le côté soldat courageux. Oui, ils ont fait 5,5, mais ils avaient fait 13,5 aux européennes précédentes. Par ailleurs, ils n'ont jamais réussi à la présidentielle, les écolos. Ils font 1,32 en 74, et ils n'ont jamais dépassé 6. 6, c'était avec Benoît Hamon en plus. Il n'était pas vraiment écolo, et 5,2 avec ma mère en 2002. Ouais. Donc, c'est une intelligence artificielle. C'est pas une élection pour eux. Mais elle se dit, cette fois-ci, ça va être une élection pour moi. Encore une fois, je pense pas qu'elle se voit présidente de la République, même si toutes les aventures sont possibles. Elle préempte la réorganisation de la gauche sur une ligne écolo-radicale après 2027, quand Mélenchon sera sorti du jeu et quand le PS sera allé au bout de sa décomposition. Merci, cher Christophe, pour ce petit cours de pédagogie Jusqu'à politique. Noël, ma mère. On ressort moins bête quand on vous entend, Christophe. Allez, une pause. Et dans un instant, alors là, on y va tout droit. Carton rouge, la fac de la honte. À tout de suite sur LCI. De retour sur le plateau dans toute liberté. Carton rouge, c'est l'heure de notre carton rouge. À Paris 8, une vidéo a déclenché, les amis, la stupeur. On y voit un groupe d'étudiants réunis dans un amphithéâtre. Certains tenant des propos justifiant ou minimisant, à tout le moins, les attaques terroristes du 7 octobre menées par le Hamas. Regardez. Armons-nous de cette détermination à mettre en acte cette indomptable résistance pour nous engager en première ligne pour qu'en France également, l'étincelle embrase toute la plaine. Condamnez-vous le 7 octobre ? Voilà. En défendant Georges Abdallah, nous étions préparés à ce soutien inconditionnel à la résistance héroïque du peuple palestinien et à cette résistance principalement qui passe par la lutte armée. Et donc le 7 octobre, nous y étions prêts. Et nous n'avons eu aucun problème à revendiquer ce 7 octobre. C'est
incroyable, Eva Morletto. Ça vous choque, ces images? C'est pas si incroyable parce que je veux dire l'antisémitisme à l'université ne date pas de 7 octobre et du conflit israélo-palestinien date bien d'avant. Depuis que les frères musulmans, petit à petit, ils ont influencé les réseaux universitaires et pas qu'en France, même en Italie. En Italie, je le rappelle, il y a quelques mois, il y a eu une leçon tenue par un imam au sein de l'université de lettres à Turin sur le djihad, par exemple. C'est une leçon faite par un imam. Par un imam. Et on peut aussi évoquer tous les financements qui ont été donnés par des puissances du Moyen-Orient sur les universités américaines. Ça, c'est un autre sujet. Donc, l'antisémitisme fait partie de l'ADN un peu de l'idéologie ferrériste. Donc, on en est là. Moi, j'ai suivi les manifestations pro-Pâle. Alors, au début, parmi les jeunes, il y avait une condamnation de l'antisémitisme. Après, je veux dire, on a réussi quand même à créer un effet pernicieux. C'est-à-dire, les jeunes, qui n'a pas eu de grands idéaux quand on avait 20 ans. Dans les années 70, on défilait pour les sandinistes, contre les dictatures de l'Argentine ou du Chili, etc. Donc c'est plutôt sain, on va dire. Sauf que là, on a réussi à faire une chose. Quand on protestait contre le général Videla en Argentine, ici, ça n'arrivait rien. Or, aujourd'hui, quand on proteste pour que les Palestiniens, et ça c'est tout à fait audible, aient une vie comme tous les autres sans être massacrés, et ben là, je vais dire, on a réussi à faire passer politiquement le message je lutte pour la liberté du peuple palestinien à être pro-Hamas, ce qui en soi, je veux dire, ne devrait pas être la même chose. Et là, on y est arrivé. Quand par exemple, j'ai demandé à certains étudiants mais qu'est-ce que tu en penses de la montée de l'antisémitisme et des actes antisémites qui ont augmenté de manière exponentielle depuis le 7 octobre, ils me répondaient eh oui, mais il faut considérer que les Juifs se sont tous alignés sur les discours du CRIF, et ils doivent monter la voix pour se dissocier. J'ai dit mais est-ce qu'on a demandé en France aux musulmans de France après les attentats du 13 novembre de hausser la voix contre les islamistes? On l'a pas fait parce qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Et pourtant on prend des faits, on prend aussi des informations des manières qui sont factuelles, mais des manières très ciblées à alimenter cet antisémitisme. Ce fameux sondage qui a tourné partout sur le fait que tous les Israéliens seraient d'accord sur la guerre, sur les conflits et sur le fait de continuer les conflits. Mais écoutez, si on avait demandé aux Américains les mois successifs au 9/11, au 11 septembre 2001, qu'est-ce qu'ils en pensaient des ennemis qui avaient fait ça? Qu'est-ce qu'ils auraient répondu? Ils auraient répondu de raser, je veux dire, ce qui était l'ennemi, un ennemi désigné qui en plus était à l'autre bout du monde. Là, on parle de leurs voisins. Donc ce sondage, si on le regarde de ce côté-là, est plutôt compréhensible. Même il a été vachement utilisé. Et puis, il y a des figures politiques qui influencent tout ça. On évoquait Rima Hassan, mais on peut aussi parler de Francesca Albanese, la reporteuse de l'ONU, qui a... Et c'est incroyable, cette femme. Ouais, je ne sais pas si vous avez assisté à cette scène en Italie. Avec le maire. Elle quitte le plateau, c'est ça. Elle exactement. Quitte un plateau non, de elle s'indigne parce que ce maire qui lui donnait un prix, il évoque le fait de cesser les feux, juste, et aussi elle dit espérons la libération des otages. Et là, elle dit je vous pardonne pour avoir dit ça, en disant elle était indignée au fait qu'elle ait pu dire ça. Alors, il y a quand même eu une réaction, Christophe, Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a quand même réagi, il faut le dire, on l'écoute. J'ai découvert les images hier, comme beaucoup d'entre vous, et évidemment, ce que j'ai vu, c'est honteux. Enfin, c'est abominable, c'est le contraire même de ce que doit être une université. C'est un sentiment profond de honte. Je veux dire, enfin, ce qu'on a vu, c'est pas des propos militants, c'est pas une discussion, c'est quoi? C'est l'apologie du terrorisme. C'est des propos qui, me semble-t-il, sont de nature directement antisémite. Enfin, ce qu'on a vu là est vraiment éminemment condamnable. C'est vraiment triste de voir ça, et c'est triste de voir ça dans un amphithéâtre. Christophe, vous avez l'air bien éploré. Bah oui, parce que c'est le même homme qui, le 7 juillet, sur une chaîne de télévision parlementaire, disait « L'islamo-gauchisme n'existe pas. C'est un concept qui n'a pas de réalité. Il n'y en a pas à l'université, ou alors peut-être des cas isolés. » C'est quoi? Dingue, hein. Qu'est-ce qu'on a vu à Paris 8? On a vu un syndicat étudiant, FSE, lié à Sud étudiants, organiser quelque chose qui est un meeting pro-Hamas. Il devait y avoir Georges Ibrahim Abdallah en visio. Il y a eu un autre cadre du FPLP, donc une organisation terroriste. Donc l'islamo-gauchisme, il est là. La convergence d'une volonté révolutionnaire gauchiste avec les revendications islamistes les plus abominables. On l'a sous les yeux. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce que la justice va faire en sorte que ces locaux soient interdits désormais, qu'on filtre mieux les réunions, que ce syndicat soit éventuellement dissous? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? À la Sorbonne, il y a un mois, une boucle d'étudiants
Les Juifs, on les garde, on les garde pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu un communiqué indigné de la direction. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On ne sait pas. L'apologie du terrorisme. Il y a un article 421 dans le code pénal qui la réprime. Chaque fois qu'il y a des plaintes, des enquêtes, ça se perd généralement dans les sables. Il y a eu un syndicaliste CGT, il y aura, je crois, un rendez-vous judiciaire pour Rima Assad, mais sinon, ça se perd dans les sables. La justice est désarmée ou elle ne se sert pas de ses armes. Et en effet, on assiste à ce que vous évoquiez avec Francesca Albanese, c'est-à-dire qu'on détourne la solidarité avec le peuple palestinien vers la complaisance, voire la complicité avec le Hamas. Et on trouve ça aussi dans les partis de gauche radicale européens, notamment la France Insoumise. Oui, tout ça sur fond et c'est abject, parce que sur fond de compétition des souffrances. Il faut quand même rappeler ce qu'est le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est une attaque terroriste à grande échelle. Ce sont des hommes d'une vingtaine d'années qui sortent de Gaza, qui tirent sur des jeunes, des vieillards, des enfants dans des kibbutz, comme on tire sur du gibier. Et donc quand on voit, et c'est ça qui m'a frappé, des étudiants applaudissant, et un amphithéâtre applaudissant, ce que ça conceptualise le 7 octobre, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui, du point de vue des facs, a été totalement raté, du point de vue de ce syndicat, effectivement, quelque chose de totalement instrumentalisé. Et tous ceux qui sont sur les images risquent 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et je note que ça intervient donc le 15 octobre. 2 jours plus tôt était signé un cessez-le-feu à Gaza. Donc on aurait pu imaginer de la part d'une fac qu'elle organise quelque chose de l'ordre de quelle solution, quel pacifisme. On se regarde les yeux dans les yeux, on se dit quelles sont nos colères, quels sont nos ressentiments, mais on avance vers quelque chose de l'ordre de la concorde, de la paix entre juifs, entre musulmans, entre israéliens, entre palestiniens, entre français. Dans une société fracturée, c'est le contraire qui vient de se passer. Mais il y a un moment donné, on marche sur la tête. Et c'est là que je voudrais terminer. Relent antisémite, dit le ministre. Pourquoi relent? Parce qu'en réalité, tout ça est habillé d'un mot qui s'appelle antisionisme. Et je le rappelle encore une fois, et je pense qu'on doit le rappeler, le sionisme, c'est un projet politique qui a abouti en 1948 à la création d'un État qui s'appelle Israël. Quand on se dit aujourd'hui, en 2025, je suis antisioniste, etc., qu'est-ce qu'on dit en fait en creux et en filigrane? J'appelle à l'effacement de cet État qu'est Israël. Ouais, bien sûr. C'est ça qu'on est en train de se dire. Et c'est ça qu'il faut à un moment donné remettre, si je puis dire, dans les crânes, ce que devrait organiser cette fac après cet événement tristissime, malheureux, c'est quelque chose de l'ordre d'une réunion de concorde. Reprendre les choses de A à Z, réunissant ces étudiants et leur disant parlons de la paix, parlons de la concorde, parlons de ce qui est possible, plutôt que d'imaginer quelque chose. On voit bien que c'est contre Israël et pas pro-palestinien, et on le voit aujourd'hui, alors que Hamas, dans ces jours-ci, est en train d'exécuter des Palestiniens qui étaient ses opposants. On entend un grand silence de la part de la France. C'est que ces étudiants-là n'ont pas une seule idée de la manière dont les Palestiniens de Gaza ont un ressentiment, mais extrêmement profond pour le Hamas qui est en ce moment en train d'exécuter une partie de son peuple à Gaza. Ça, alors, les Palestiniens vous le disent. C'est difficile de faire une transition. Mais il faut quand même. Allez, il faut quand même. Disons que l'espoir fait vivre. C'est la rubrique. Il y a encore un peu d'espoir. Il y a de l'espoir. Voilà pourquoi il y a de l'espoir. Astérix voyage au pays de Vasco de Gama. Astérix en Lusitanie, c'est-à-dire au Portugal. Et si, finalement, le rôle de ce petit Gaulois, Christophe, c'était pas de redonner le sourire aux Français. Le 41e album sort aujourd'hui, donc direction Portugal. C'est pas mal quand même, non? Oui, le seul rival que j'ai, disait le général de Gaulle. Et oui, il disait ça de Tintin, général de Gaulle. Mon seul rival, finalement, c'est Tintin, qui était belge. Mais en fait, c'est aussi Astérix, parce que Astérix, il a parcouru la planète entière. Il a découvert l'Amérique, il est allé à Rome, il est allé en Égypte, et là, il est au Portugal, il est même allé en Corse. C'est dire s'il est courageux. Et à chaque fois, il s'en sort, Astérix. Oui, peut-être que c'est un modèle à suivre pour la France, non seulement de Gaulois réfractaires, le Gaulois grognon. C'est quand même un Gaulois réfractaire. L'irréductible Gaulois, mais d'ambassadeur de la France et de curiosité pour tous nos amis sur la planète et notamment nos amis européens. Alors, il est scénarisé par Fab Caro et décidé par Didier Conrad. Il est chez vous, Astérix? Mais oui, mais c'est d'ailleurs, Astérix m'a fait aimer la culture française. Je pourrais tricher et dire que c'est Balzac, Victor Hugo, mais en réalité, la première chose que j'ai lue, c'est Astérix. C'est vrai? Et Astérix, qui correspond d'ailleurs très bien à l'esprit français, parce que Astérix, son village sont contre l'autorité des Romains, mais en même temps, ils se battent entre eux, parce que ça finit toujours en risque. Donc c'est plutôt correspondant. Ils se battent entre eux, ça finit toujours en risque, mais aussi après en banquet. Ouais, ça finit par un énorme banquet. On serait pas français. Je vais vous dire qu'il y a de l'espoir, parce que l'album sort, écoutez-moi bien, dans
19 langues et dialectes, dont l'anglais, l'allemand, l'italien, le finnois, le basque, dans environ 25 pays. Il est tiré à 5 millions d'exemplaires, dont 2 millions pour la France. C'est quand même incroyable, le prix. La Suisse et le Canada, au total, 400 millions d'albums d'Astérix ont été vendus dans le monde depuis sa création. Ça fait du bien quand même. Il y a plus de lecteurs d'Astérix qu'il n'y a de Français, donc oui, ça fait du bien. C'est traduit en 130 langues déjà. Ça veut dire que la planète, mais c'est ce que vous nous disiez, Eva, elle nous aime aussi pour ce qu'on est à travers Astérix et Obélix dans la potion magique. Oh, Eva Amore, vous nous aimez pour ça aussi. Oui, d'ailleurs, je suis très content que ce soit Fab Caro à écrire les textes parce qu'il est vraiment super drôle. C'est vrai. Allez, on se prend Astérix pour ce week-end, les amis. Merci à tous, on se retrouve demain à 9h.